Bonjour à tous, c'est bon, ça va. Donc là, on est sur le volet un peu régalien au niveau de la mission de l'État. Donc le cadre posé, dans un premier temps, il est réglementaire. Il est posé par la réglementation et notamment tout ce qui concerne l'application pour la prise en compte des enjeux environnementaux par les projets, la conception des projets, l'application de la séquence ERC qui est posée par la réglementation relative à l'évaluation environnementale et qu'on retrouve intégrée finalement dans toutes les réglementations thématiques. Donc ça, c'est le cadre réglementaire. Et pour le projet en lui-même, eh bien, il a été traduit, ces attentes, elles sont traduites par les arrêtés d'autorisation de 2012. Donc pour nous, DREAL, c'était les arrêtés de dérogation espèces protégées, mais il y avait aussi les arrêtés en 2012 au titre de la loi sur l'eau, qui intégraient les évaluations des incidences Natura 2000, et puis les arrêtés défrichement notamment, si on reste sur le volet Code de l'environnement. Donc on a ces arrêtés de 2012. Pour ce qui concerne plus particulièrement les arrêtés de dérogation espèces protégées que nous avons élaboré, construit, on a instruit les dossiers au niveau de la DREAL et ensuite pris les arrêtés et maintenant on suit leur mise en œuvre. Donc pour ces arrêtés de 2012, on était dans une situation particulière dans la mesure où 2012 c'était un petit peu le début de la mise en œuvre de la réglementation espèces protégées et on n'avait pas ni pour l'ISEA qui devait concevoir un dossier de dérogation espèces protégées solide, ni pour nous services de l'État qui devions l'instruire. On n'avait pas de retour d'expérience et de projets équivalents instruits d'une telle ampleur et complexité à l'échelle nationale. Donc en fait, il y a eu déjà tout un travail d'accompagnement dans cette phase d'instruction avec à l'époque COSEA, notamment pour ce qui est de la dérogue espèces pro, pour intégrer la logique ERC, répondre en termes de compensation à une hauteur proportionnée des impacts qui avaient été évalués par COSEA et aussi intégrer les observations et réserves qui ont été émise à plusieurs reprises par le Conseil national de la protection de la nature qui donne un avis obligatoire sur les dérogations espèces pro et qui avait notamment fait des observations sur la prise en compte de l'outarde canepetière et des points de vigilance aussi sur la transparence de la ligne. Donc ça, c'était tous ces points qui étaient soulevés en phase d'instruction et difficulté à cette époque, 2012, faute de retour, de bien doser et calibrer la compensation. Donc on a abouti à des arrêtés de 2012 qui définissent des dettes compensatoires, ça a été dit, des dettes compensatoires unitaires, chiffrées pour un certain nombre d'espèces. Et donc à partir de là, dans ces arrêtés, on définissait les mesures d'évitement, de réduction, de compensation, ces dettes unitaires par espèce et des éléments cadrants pour aider l'ISEA à bâtir son dispositif de compensation concrètement, en s'appuyant sur les critères habituels de la compensation, nécessité de proximité géographique par rapport aux impacts des sites de compensation, nécessité d'équivalence écologique, donc cibler certains types de milieux. Et puis notamment on avait imposé la nécessité d'avoir au minimum 30% d'acquisition au niveau des sites de compensation, le reste pouvant être géré par convention pluriannuelle. Donc ça c'était le cadre qui était posé en 2012 par les services de l'État et après charge dans la phase de mise en œuvre d'un accompagnement à chaque étape avec l'ISEA pour traduire plus précisément nos attentes, préciser nos attentes et faire notre rôle de régalien de suivi de la mise en œuvre de l'arrêté. Alors, voilà. L'Observatoire a cette particularité de s'inscrire dans une démarche partenariale. Est-ce que c'était aussi une obligation justement donnée par le cadre de l'État ? C'était pas une réelle obligation. Après, c'était déjà engagé avant, dans le cadre des échanges préalables, avant en soi la prise de l'arrêté. Donc il y avait déjà une mise en œuvre, M. Charlemagne le rappellera, d'une mise en œuvre d'implication de partenaires divers et variés. Ce qu'on a entendu et acté comme intéressant, notamment pour la recherche du foncier. Et pour définir aussi tout le volet, préciser tout le volet, on avait posé des objectifs de suivi assez larges et la définition des objectifs,
la manière dont on allait suivre et évaluer l'efficacité des mesures compensatoires. Tôt aussi, il y a une implication avec la rédaction, la validation en 2015 de protocoles de suivi pour les mesures compensatoires avec les structures, les APN partenaires et notamment par Poitou-Charentes Nature qui avait coordonné la rédaction de la note de protocole, notre méthodologie de protocole de suivi. Donc on l'avait, c'était des échanges, c'était pas inscrit en tant que tel dans l'arrêté. Justement, Thierry Charlemagne, est-ce que vous pouvez nous indiquer expliciter quelque part ce qui a motivé donc cet observatoire environnemental et plus largement surtout cette démarche partenariale qu'il constitue? Donc en 2011, au début de la concession, les équipes de COSEA et de l'ISEA ont tout de suite considéré l'environnement comme un enjeu majeur du projet. Ça a été dit tout à l'heure, c'était pas juste un projet avec un enjeu technique, un enjeu commercial, un enjeu de sécurité, mais l'environnement était vraiment placé au même niveau. Et la ligne ne pouvait pas être un succès si les mesures environnementales n'étaient pas prises en considération avec ambition et en plus dès la conception du projet. Et cela d'autant plus que les attentes étaient extrêmement fortes. Alors, je vais faire vite, mais il y avait des attentes extrêmement fortes de la part des associations qui étaient très vigilantes pour que l'impact du projet soit le plus réduit possible et que l'impact qui était résiduel soit quand même pris en compte dans les mesures d'accompagnement et de compensation. Et puis on avait un accompagnement, en tout cas des services de l'État, qui était extrêmement rigoureux aussi dans l'application de la séquence éviter, réduire, compenser. La séquence, elle débutait, mais on était dans la continuité du Grenelle dans l'environnement. Et donc cette vigilance, cette rigueur était extrêmement forte de la part de l'ensemble des services de l'État. On avait 3 DREAL à l'époque, parce qu'il y avait 3 régions, et puis 6 DDT, parce qu'on traverse 6 DDT, donc les DDT pour le sujet loi sur l'eau. Donc quand nous sommes arrivés en 2011, beaucoup avait déjà été fait en matière d'environnement, notamment par RFF à l'époque, SNCF Réseau aujourd'hui, et en particulier sur les études d'impact. Et quand on a repris un peu le flambeau, on aurait pu faire venir un intervenant extérieur, un gros bureau d'études ou un opérateur de mesures compensatoires. Il y en a qui sont très bons, mais ce n'est pas le choix stratégique qu'on a fait. Le choix stratégique, ça a été de travailler avec les acteurs locaux, avec les naturalistes, en particulier les associations de protection de la nature, les scientifiques, les structures institutionnelles comme le CRPF ou les chambres d'agriculture, qui connaissent bien les sites et les enjeux qui sont liés au territoire, qui sont traversés par la ligne. Et c'est par ce partenariat avec les acteurs locaux qu'on a eu la connaissance fine des enjeux écologiques et des acteurs qui gèrent ces enjeux écologiques. Et donc on a proposé un cadre de travail, et ce cadre de travail il repose sur 3 axes bien précis. Le premier de ces axes, c'est le travail en partenariat. On ne s'est jamais considéré comme un donneur d'ordre qui s'adresse à des prestataires. On est en partenariat, c'est-à-dire qu'on est sur la même pied d'égalité et on ne peut pas prendre de décision si les 2 partenaires autour de la table ne sont pas d'accord. Et donc c'est plus compliqué, c'est plus exigeant, ça prend plus de temps. Quand on n'était pas d'accord autour de la table, eh bien, on refaisait une réunion, on refaisait des études pour que les nouvelles données nous permettent de prendre en compte les nouvelles données qui apparaissaient et que l'on soit d'accord pour engager la mission pour laquelle on était réunis. Et ça, je crois qu'on peut dire qu'on l'a fait avec l'ensemble des partenaires avec qui nous avons travaillé. Le deuxième axe, qui est également très important, c'est l'engagement longue durée. On ne travaille pas sur un sujet précis, on travaille sur l'ensemble des mesures environnementales. Et donc on ne travaille pas sur 6 mois ou sur 1 an, mais on est toujours sur une démarche pluriannuelle. Et on n'est pas sur une étape de la procédure, par exemple rechercher les sites, et puis ensuite on fera un diagnostic, et puis ensuite... Non, ce travail avec le partenaire, il se fait sur la totalité du processus, et donc toujours dans une dimension pluriannuelle. Et puis enfin, le troisième axe qui est très important et sans lequel on n'aurait pas pu travailler, c'est la disponibilité de l'information. On a travaillé toujours en rendant disponibles les informations que nous avions. J'ai en tête la base de données MC2, qui n'était pas forcément très ergonomique, mais qui avait quand même le mérite d'être disponible pour tout le monde et d'être totalement exhaustive en matière d'informations qui étaient nécessaires pour la mise en place des mesures environnementales.
Aujourd'hui, on a prolongé MC2 avec Compenséa, qui est plus adapté en matière de gestion de mesures compensatoires, qui en plus a un outil de représentation cartographique et qui est disponible pour l'ensemble de nos partenaires. La disponibilité de l'information, c'est aussi les réunions, les comités de suivi, les comités techniques, les différentes réunions où on n'est pas tout seul avec un partenaire, on est toujours en transversal, de façon à ce que chacun des acteurs qui interviennent sur le process soit au courant de ce qui se passe aussi chez l'autre acteur, de façon à ce qu'il y ait la vision la plus transversale possible. Et ça, c'est aussi, à mon sens, très important en matière de disponibilité de l'information. Donc voilà le cadre de travail qu'on a proposé et qui aujourd'hui encore reste vraiment la colonne vertébrale de notre organisation de travail. En termes de structuration des mesures environnementales, on a deux types de sécurisation foncière. On a les acquisitions avec les conservatoires d'espaces naturels et on a le conventionnement avec des contrats qui sont passés avec des exploitants ou des propriétaires qui mettent en place un cahier des charges écologiques et ensuite il y a tout un dispositif d'accompagnement, d'animation, de contrôle qui permet de vérifier l'efficacité. Et c'est la raison pour laquelle l'ensemble des partenaires sont autour de cette table et qui pourront indiquer en quoi cette mise en place de cette organisation peut être pérenne et efficace sur le long terme. Voilà, en conclusion, on a proposé cette méthode de travail. Certains éléments ont plutôt bien fonctionné, d'autres demandent encore à être un peu améliorés, ajustés, peut-être accélérés. À ce stade, moi, je ne vais pas porter de jugement et au contraire, je vais laisser les partenaires s'exprimer sur ces sujets-là. Merci Thierry Charlemagne. Alors Miguel Gueldra, Thierry Charlemagne le rappelait, effectivement, les attentes étaient fortes de la part des associations de protection de la nature que vous représentez. Et également, j'ai noté le point de vigilance. Alors quel est votre retour d'expérience 10 ans après le début du chantier et la mise en exploitation du coup de la ligne ? C'était un peu nouveau puisque nous sommes des associations militantes, donc on est plutôt là pour faire respecter, enfin en tout cas faire des inventaires de la faune, de la flore, pour les mettre en avant. Et donc là, on nous a sollicité pour être partenaire sur un projet d'aménagement du territoire qui allait fortement modifier notre territoire, avoir un impact important sur la faune et sur la flore. Donc pour nous, c'était vraiment quelque chose de nouveau. On avait l'habitude de travailler avec des collectivités, mais pas avec une entreprise sur un projet aussi ambitieux. Donc une fois que la DUP a été effectivement validée, les associations de protection de la nature ont fait le choix effectivement de partir dans ce partenariat. Alors c'était un partenariat constructif, généralement, parfois conflictuel, parce qu'on reste aussi une association militante, donc des fois on n'était pas toujours d'accord, ça arrive encore, on n'est pas toujours d'accord sur certains objectifs, mais en tout cas on avance et il y a des choses qui se mettent en place. Ça a permis de mettre en place aussi des actions novatrices. Alors, aussi bien au niveau de tout le travail pendant la phase chantier. Donc il y a des mises en place de procédures d'intervention qui ont été élaborées au fil de l'eau, parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas forcément anticipées. Quand on nous a posé la question sur, voilà, il y a des arbres qui ont été identifiés comme pouvant abriter des gîtes à chauves-souris, comment on fait pour les prendre en compte, effectivement on nous a posé la question, donc on a essayé de bâtir un protocole ensemble pour voir ce qui était possible de mettre en place. Là aussi, l'intérêt aussi, c'était, je pense, vis-à-vis du porteur de projet, c'était la souplesse d'intervention des associations. Parce que notre découpage à l'échelle des départements nous permettait d'être aussi très réactifs par rapport en phase chantier sur l'intervention. C'est-à-dire que effectivement, lorsque un chantier, il y a toujours des imprévus, donc on a été en possibilité, nous, de dégager des moyens humains très rapidement pour faire des pêches de sauvegarde le lendemain, le soir même, etc., en respectant les procédures. Alors des fois, effectivement, il y a des procédures qui n'étaient pas forcément respectées, donc là on râlait, bien sûr, on prenait notre casquette association militante, mais les choses avançaient. Ce que je voulais mettre en avant aussi, c'est que par contre, dans la mise en place de toutes ces mesures compensatoires, il y a quand même un point qui est positif, c'est pour une fois, on a pris en compte l'ensemble des espèces protégées, allant des espèces très rares comme le vison d'Europe ou hérisson, une espèce un petit peu plus commune. Quelques points négatifs malgré tout, c'est que l'état initial, certes, pouvait paraître complet, mais nous on s'aperçoit que finalement il y a beaucoup de lacunes et qu'il aurait fallu encore d'autres moyens pour avoir un état initial encore plus ambitieux pour pouvoir répondre justement à la mesure ERC. Et puis le côté aussi négatif, c'est que normalement les mesures compensatoires doivent se mettre en place avant le début du chantier.
Là, ce n'était pas le cas. Il n'y a pas eu d'anticipation d'animation foncière pour mettre en place de la réserve foncière. Donc, c'est-à-dire que les mesures compensatoires sont mises en place pendant la phase chantier. Il y en a même qui se sont terminées il y a 2-3 ans, alors que voilà. Donc voilà. Donc partenariat aussi malgré tout conflictuel dans le sens où, comme je disais, on est une association militante, mais malgré tout, on a toujours réussi à travailler, à trouver des solutions sur certaines problématiques ambitieuses. Et en ce qui concerne ensuite la mise en place des mesures compensatoires, effectivement, l'intérêt aussi, c'est que les mesures compensatoires, alors c'était une exigence des services de l'État, mais ont toujours été mises en place à proximité des zones impactées. Donc il y avait des réflexions au niveau des petites régions agricoles, et effectivement, ça c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'actuellement, on s'aperçoit qu'il commence à y avoir une commercialisation des mesures compensatoires. Il y a des structures qui achètent des parcelles partout en France et qui les proposent ensuite, voilà. Donc là, l'intérêt, c'est qu'en tout cas, les mesures compensatoires ont toujours été mises en place au plus proche de la ligne sur vraiment les habitats qui avaient été, les habitats et les espèces qui avaient été impactés. Et puis, malgré tout, effectivement, les mesures compensatoires, tout à l'heure, on parlait de perte de zéro biodiversité. On sait très bien que les mesures compensatoires ne permettront pas d'arriver à compenser vraiment ce qui a été détruit. Si ce n'est en termes de corridor écologique, la transparence de la ligne, parce qu'on s'aperçoit que c'est vraiment une barrière et que ça, peut-être que ça n'a pas été bien évalué aussi dans le cadre de l'état initial, avec l'installation d'ouvrages de passage pour la petite faune ou la grande faune, qui, à mon sens, n'est pas forcément suffisant et qui pourrait être amélioré. Alors, si vous me permettez, juste pour avoir l'avis de Thierry Charlemagne, parce que je vous entendais effectivement parler sur le fait que souvent vous étiez une association militante, vous représentez des associations militantes, qui avaient donc des situations de conflit. Thierry Charlemagne évoquait quant à lui la notion de consensus. Est-ce que tout ça n'a pas fait déraper l'agenda finalement? Parce que vous disiez, Thierry, que pour pouvoir avancer, il fallait que tout le monde soit d'accord. Manifestement, c'était pas facile d'avoir l'accord de tout le monde. C'est jamais facile d'avoir l'accord de tout le monde quand on est beaucoup d'entités autour d'une table. Et donc effectivement, le calendrier a été un petit peu plus long que ce qui avait été prévu initialement. Nous, on a toujours défendu le fait qu'il fallait prendre le temps dans l'objectif d'avoir des mesures compensatoires de bonne qualité qui soient efficaces dans le temps, plutôt que d'aller trop vite, de respecter de façon un peu factice un calendrier, mais au final de devoir refaire des mesures compensatoires ensuite. Céline Dubeux, est-ce que l'État était facilitateur justement dans ces discussions ou est-ce que vous étiez plutôt en rôle d'observateur? Un peu les deux, puisque le calendrier, il fallait quand même que ça avance. Donc voilà, il y a quand même... Il y avait des échanges à tenir. tenir. De rappel périodique. 2018 était une étape, en 2016, 2018 notamment. Mais on était intégré à un certain nombre d'échanges pour tout de même éviter des dérapages trop importants, tout en comprenant les difficultés en matière de foncier, parce que c'est là la principale difficulté et c'est le principal enseignement, l'anticipation maximale pour les projets à venir sur le foncier de la compensation. Penser compensation dès qu'on est dans l'analyse des variantes, ce chose-là, ça doit rester à l'esprit, parce que le plus tôt on le pense, le plus simple, enfin plus facilement on arrivera à y répondre. Alors Miguel Gueldra, justement, vous disiez, je vous ai coupé, j'en suis désolé, vous disiez que ça n'avait pas forcément été tout à fait anticipé et qu'au final, la ligne était bel et bien là, que c'était une barrière. C'est ça que vous disiez? Oui, ça on le savait dès le départ. Hein. Enfin, voilà. Ça, oui, c'était. Voilà, pour le coup, c'est anticipable. Voilà. Sauf qu'effectivement, l'animation foncière, on le voit, c'est pas simple, parce que pour mettre en place des mesures compensatoires, il faut être propriétaire ou en tout cas gestionnaire des parcelles. Et quand les gens ne sont pas vendeurs, c'est compliqué. Donc voilà. Donc du coup, effectivement, ça prend du temps. Donc là, il y a aussi un partenariat qui a été mis en place avec des structures qui étaient en charge de faire cette animation foncière. Donc au final, on y est arrivé, mais ça effectivement, c'est quelque chose qui aurait pu être anticipé pour que on puisse, dès les phases de travaux, normalement, on devait, par exemple, quand on devait faire des pêches de sauvegarde, on devait déplacer des espèces vers des sites qui devaient être créés, qui n'existaient pas, par exemple, pour les marques, etc. Donc, on a compliqué. On s'est adapté aussi. Alors Hélène Guélin, justement, vous représentez donc le Conservatoire des espaces naturels. Vous êtes effectivement en charge des aspects fonciers, notamment sur l'acquisition. Quel est votre retour d'expérience sur ces 10 ans passés? Oui, alors moi j'ai 2 casquettes au Conservatoire, la responsabilité des mesures de compensation, des sites compensatoires.
ce qui représente à peu près 1300 hectares et puis 127 sites. Donc c'est un gros bébé pour le conservatoire. Et j'ai une autre casquette que vous allez voir cet après-midi, qui est la casquette Pictagren. Voilà, pour préciser le cadre de mon intervention. Dans le cadre des mesures de compensation, il faut comprendre que le conservatoire, c'est avant tout un acteur du foncier. C'est un acteur de la restauration et de la gestion d'espaces naturels remarquables à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. Quand on a démarré sur ce projet-là, on était Crène, Poitou-Charentes. On a fusionné depuis. Et on avait déjà cette doctrine de dire, si on s'implique sur la mesure de compensatoire au conservatoire, c'est à partir du moment où on a une maîtrise foncière forte. Donc si c'est du conventionnement, on n'interviendra pas. Si c'est de l'acquisition foncière, comme on est un acteur du foncier, là on y va. Donc ça, c'était une décision politique dès le démarrage de ce projet-là et dès les discussions qui ont été faites avec COSEA et avec l'ISEA par la suite. Donc ça, c'est vraiment la doctrine du conservatoire qui est toujours celle qui est aujourd'hui actée. Donc on n'a pas d'ORE sur les sites de compensation, on n'a pas de conventionnement, on est soit en bail amphithéotique, soit propriétaire. Donc on est très clair vis-à-vis de ça. Alors, j'aime bien la transition qu'a fait Céline Dupeux, c'est-à-dire que c'est bien là le cœur du sujet, c'est bien le foncier. C'est-à-dire que le conservatoire, il s'est retrouvé à faire l'animation foncière sur les sites donc en acquisition. C'est à peu près 1000 hectares à l'échelle de la ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'aller faire de l'animation foncière, de la prospection, du démarchage. Et encore une fois, si les gens ne sont pas vendeurs, ils ne vendront pas. On n'est pas en train de faire... on a fait très peu de préemption environnementale. On est vraiment dans un rôle vraiment d'animateur. À partir du moment où le foncier, il fallait trouver tant d'hectares, c'était une grosse pression sur les équipes du conservatoire. Hein. On a eu les grosses embauches au conservatoire, c'était des animateurs fonciers. C'était des gens qui se sont retrouvés effectivement à aller voir les exploitants agricoles, les propriétaires fonciers, et leur demander s'ils étaient vendeurs sur tel et tel type d'espace. Surtout qu'en plus, j'imagine que ce n'est pas n'importe quel espace, ils étaient choisis, sélectionnés. Oui, avec cette petite nuance que je mettrais, c'est que le conservatoire, on est gestionnaire d'espaces naturels remarquables. Et dans le cadre des mesures de compensatoire, on est toujours soumis aux espèces. C'est-à-dire qu'on n'a pas évolué depuis la loi de 76, on est toujours sur des espèces. Donc nous, conservatoire, on a un regard sur l'habitat naturel. Donc si on s'implique, c'est aussi dans une logique justement de protection de l'habitat et pas que des espèces. Donc évidemment que dans le cadre des mesures compensatoires, on est obligé d'avoir ce regard espèce, mais on essaye aussi d'avoir ce regard habitat qui pour moi est essentiel. Ça fait partie des problématiques de mesures compensatoires que moi je vois tous les jours et qui sont vraiment problématiques. C'est-à-dire qu'on peut détruire un habitat naturel qui soit remarquable, où malheureusement on n'a pas d'espèces protégées dedans et on n'a aucune mesure de compensation. Je ferme la parenthèse, c'est pas le cas pour la LGVSEA, mais ça donne effectivement un cadre par rapport à la mesure compensatoire. Donc on avait ce rôle d'animateur foncier, on avait ce rôle de rédacteur de documents de gestion avec toute la partie restauration, gestion, et là on sortait un petit peu de notre cœur de métier classique de conservatoire, à savoir que on se retrouvait sur des terrains qui n'étaient pas très très fun. Hein. Enfin, faut le dire aussi. Hein. Donc, quand on avait des sites en compensation qui étaient des anciens remblais de l'LGV sur lesquels on a fait des mares, je peux vous dire qu'on avait certains naturalistes qui n'étaient pas très très chauds à notre intervention. Parce qu'ils se disaient, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que vient faire le conservatoire là-dessus, quoi. Bon, donc nous on est parti un peu d'un bon sens paysan, savoir de se dire tout simplement, si on refait pas de biodive là-dessus, de toute manière, vu l'état du site, on pourra faire qu'un plus, on fera pas un moins. Donc et avec aussi cette logique de se dire, c'est aussi de l'expérimentation. Peut-être que la mare ne tiendra pas l'eau, mais on va essayer. Bon, alors ça nécessite de se prendre plein de coups, effectivement, au conservatoire. Et pour les équipes, c'était pas toujours facile. Mais on est volontairement sorti de notre zone de confort là-dessus, sur les mesures de compensation. Alors aujourd'hui, c'est du quotidien, un conservatoire. C'est 1200 hectares, voilà. On est dans la gestion quotidienne. Mais sur les sites compensatoires, ce qui est aussi intéressant pour les équipes, c'est que, justement, on est sorti du cœur de biodive et on avait une nécessité de faire une plus-value environnementale. On avait cette obligation de se dire il faut qu'on fasse un plus. Alors de là, imaginez toutes les espèces vont revenir, c'est très pragmatique, on sait bien que ce ne sera pas toujours le cas, voilà. Et on a aussi des surprises, hein, positives et négatives, mais on a aussi des surprises positives. Mais tous les travaux de restauration étaient vraiment intéressants de ce point de vue expérimentation, quoi.
Merci à vous pour cet éclairage donc, sur l'acquisition foncière. En ce qui concerne le conventionnement, donc là, si j'ai bien compris, il s'agit d'aller voir les agriculteurs et de les convaincre de s'associer à des mesures agro-environnementales, c'est bien ça dont il s'agit ? C'est exactement ça. C'est ce que rappelait tout à l'heure Thierry, hein, ça a été une approche multipartenariale. Donc là, je rebondis là-dessus parce que je trouve que c'est très important d'avoir choisi plutôt de faire avec les partenaires que sans et peut-être un jour contre, quoi. Comme pu dire aussi Vienne Nature, quoi. Au bout d'un moment, des fois, vous n'étiez pas d'accord, mais au moins, vous avancez à chaque fois ensemble. Et ça a été très important parce que nous on avait une expérience d'animation de mesures agro-environnementales, souvent avec l'État, dans les enjeux plutôt eau et biodiversité, notamment sur les sites Natura 2000. Et justement, ces MCE, elles sont arrivées à un moment donné, en 2014, où il y a eu pas mal de dénonciations par l'État de mesures qu'on avait, notamment sur des captages d'eau potable, et où les agriculteurs étaient très déçus de ces mesures où ils avaient fourni des efforts de réduction d'IFT, de fertilisation. Et donc ils étaient un petit peu, on va dire, piqués au vif. On avait aussi ce sentiment de double peine de la LGV, puisque s'il y a bien une profession qui est impactée d'un point de vue foncier, c'est bien la profession agricole. Et donc je ne sais plus combien d'hectares ont été perdus dans le 37, mais il a fallu que nous allions au-delà de ça, et que plutôt là aussi que d'en avoir une contrainte, d'en faire un atout. De toute façon, la ligne elle est là. Il faut bien qu'on en fasse quelque chose. Donc demain, il y a des mesures compensatoires à faire. Comment les faire rentrer sur les fermes pour qu'elles soient le plus utiles possible à la fois à l'exploitant agricole, mais aussi à la biodiversité. Donc c'est tout cette problématique qu'on a essayé de résoudre. Alors comment est-ce que vous y preniez justement pour les faire adhérer ? Alors déjà, gros travail avec CEPANT et LPO et aussi Conservatoire d'Espaces Naturels, hein, dans le 37, où eux ont l'expérience donc de la connaissance de tous ces habitats, justement. Donc eux, ils savaient où aller pour telle ou telle espèce. Nous, après, on est intervenu en essayant parfois d'agrandir ces zones ou de légèrement les déplacer pour leur dire là, on sait qu'on a du potentiel avec des agriculteurs qui ont l'habitude ou qui pourront y aller. Donc là, ça dépend de la structure de l'exploitation, à la fois de sa structure, on va dire, de son foncier, sa répartition, de son activité également. Et à partir de là, nous avons lancé, alors pour l'Indre-et-Loire, 10 zones d'animation. Voilà, à peu près sur 4 ans, de 2014 à 2018, et pour lesquels on allait faire là aussi de l'animation foncière. On recherchait du monde, et nous on s'est appuyé aussi sur nos relais locaux avec qui on a l'habitude de travailler, et qui étaient vraiment là pour désacraliser un petit peu le côté, je dirais, rouleau compresseur de COSEA à ce moment-là. Donc on a essayé d'avoir ces interlocuteurs qui nous ont permis de rassurer surtout, et d'aller chercher du monde dans la durée. Parce que c'est bien ça le plus important, c'est pas 5 ans de mesures agro-environnementales, c'est parfois des contrats sur 30 ans, je pense, pour le plus grand que nous avons. Donc là, il faut rassurer. Faut être sûr aussi que l'agriculteur soit indemnisé. Il y avait aussi beaucoup de retard à l'époque de paiement PAC. Enfin bon, ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu habituel, mais on avait pas mal de retard. Donc les agriculteurs étaient un peu échaudés avec tout ça, et méfiants surtout. Et là, bon, il faut dire, c'est vrai que côté COSEA, puis après l'ISEA, il n'y a pas eu de souci, quoi. Les paiements se font bien, se font en bonne et due forme, et puis en toute confiance, quoi. Donc c'est plutôt l'adhésion qui prévaut maintenant, en tout cas pour ceux qui ont adhéré donc, au conventionnement. Ah oui, moi j'ai une liste d'attente, hein. S'il faut en prendre, non, ça c'est sûr. Julia, tu le sais bien. Voilà. Donc non, ça s'est fait intelligemment. Et nous, ça a été une porte d'entrée aussi d'intégrer la biodiversité dans les fermes. Maintenant, après 10 ans de recul pour les premiers, ça paraît évident. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et avec le recul qu'on peut avoir des demandes à l'heure actuelle sur l'environnement, non, nous, on sait qu'il faut faire avec. Et au contraire, qu'il faut développer la biodiversité intelligemment sur les fermes, quoi. Pour compléter juste le propos de mon voisin, dire que la grande majorité des sites qui sont propriété du conservatoire sont aujourd'hui en bail rural à clause environnementale. Donc on est dans la logique conservatoire d'espaces naturels, de gestion, sur lequel on signe des baux ruraux quand on fait de la gestion.
pour justement ne pas avoir ce leitmotiv permanent qui soit la double peine, la double peine, la double peine, pour bien repréciser que ce qui est de la mesure de compensation, c'est aussi du site agricole. Voilà. Alors en dehors des sites forestiers, en dehors des marais très mouillés, en dehors des landes tourbeuses, enfin en dehors des sites qui ne sont pas agricoles par nature parce qu'ils ne sont pas exploitables par l'exploitant agricole. Sur la applicabilité du process. Nous, on travaille avec SNCF Réseau sur la future ligne de Bordeaux à Toulouse actuellement. Dans un schéma qui va être à peu près identique sur le portage par le Conservatoire des mesures de compensation. Là, on travaille cette fois-ci avec la SAFER pour toute la partie animation foncière, mais pour le reste, on est exactement dans le même cas de figure, à savoir la recherche du foncier. Alors là, on est fort heureusement très en amont par rapport au projet et par rapport à son aménagement, mais je pense qu'effectivement il y a matière à... La première chose qu'on a faite nous en interne au Conservatoire, c'est de faire en sorte que les salariés qui sont concernés par ces projets en Lot-et-Garonne, en Gironde et dans les Landes viennent sur place sur le site de Fontaine-le-Comte en l'occurrence dans une formation interne. Le pauvre site de Fontaine-le-Comte, tout le monde y vient pour vous charger mission, mais c'est à côté de Poitiers, donc c'est quand même bien pratique, puis il fait comme 60 hectares, donc c'est un bel exemple. Mais c'est pour dire qu'à un moment donné, quand on dit voilà ce que ça donne sur le terrain, voilà objectivement ce que ça donne un site de mesure de compensation, puis Fontaine-le-Comte, c'était le Remblai, donc c'est vraiment un site phare en termes d'exemplarité, quoi. Voilà, c'est pour vous dire que oui, on peut reproduire ce type de schéma, et nous on le souhaite parce qu'on voit, et on voit aussi ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Alors Miguel Gueldra, évidemment dans la limite où les projets d'infrastructure forcément ont un impact sur la biodiversité, est-ce que néanmoins vous communiquez par exemple avec d'autres associations sur d'autres territoires concernés par de tels travaux ou des infrastructures aussi grandes pour partager vos expériences et voir si effectivement ils ont aussi à y gagner entre guillemets? Alors on n'a pas été forcément sollicité par d'autres structures, mais en tout cas je pense que nous on avait fait le choix d'être dedans et je pense que c'est bien d'être dedans plutôt qu'à l'extérieur. Parce qu'effectivement, des fois, voilà, notre côté militant, on prend un petit coup, mais malgré tout, on a pu faire avancer des choses et il y a toujours eu des discussions. Donc, je pense qu'il vaut mieux être dedans qu'à côté. Et le côté réplicable, effectivement, si on peut éviter que ce soit dans la Vienne, parce que ça veut dire qu'il y a encore un impact important, c'est pas plus mal, par un projet. Mais effectivement, je pense que ce partenariat entre les associations locales, les conservatoires, les chambres d'agriculture, tout ça permet en tout cas de mettre en place des choses ambitieuses en termes de compensation, en termes de tout ce qui est après le réseau des acteurs locaux. Voilà, à un moment donné, il y a le bouche-oreille qui fonctionne très bien et je pense qu'il y a des choses qui peuvent avancer très, très, très rapidement. Thierry Charlemagne, vous évoquiez effectivement le fait que beaucoup de données étaient disponibles librement. C'est un peu l'esprit open data qui préfigure chez l'ISEA pour quelque part donner à d'autres la possibilité de s'emparer de votre expérience. Alors open data, je sais, oui, enfin c'est. Je mets des guillemets, oui. Voilà, merci. Italique, tout ce qu'il faut. C'est pas open bar non plus, mais effectivement, il faut vraiment qu'on soit tous avec la même base de données et la plus fiable possible pour pouvoir travailler correctement et on parlait de rapidité, d'être réactif. On peut être réactif si on a tous les mêmes données et qu'elles sont accessibles facilement. Si vous passez 3 jours à consulter vos dossiers et à pas savoir ou être sur une ancienne version par rapport à l'interlocuteur qui vous a parlé, là vous prendrez la mauvaise décision. Donc cette question de la disponibilité de la donnée, on y a toujours été attentif et on pense qu'il faut que ça soit quelque chose qui soit pérenne dans le temps. Céline Dupeux, vous le disiez tout au début de cette table ronde, 2012, on était au tout début effectivement de la réglementation ERC et des notions de compensation. Est-ce qu'aujourd'hui vous considérez que ce qui a été fait avec la ligne LGV Sud-Europe-Atlantique est réplicable ailleurs? Ou en tout cas est un cas d'école? Alors oui, c'est un cas d'école réplicable. Après, pour tout ce qui est l'organisation qui a été mise en place par l'ISEA, là, les avantages et puis les limites, on les cerne un peu et c'était quand même intéressant, même si effectivement ça dépend du contexte local. Après, pour tout ce qui est, si on va dire, la machinerie, construction, instruction du dossier, on ne sera pas dans le même contexte. Aujourd'hui, on a plus, en tout cas au niveau de l'État, on est dans une démarche d'accompagnement amont pour la prise en compte de la démarche ERC, la bonne construction des dossiers de dérogation, de tous les points de vigilance. On a des messages qui sont quand même un peu plus expérimentés et plus complets qu'en 2012. Et donc, du coup, typiquement, anticipation, compensation, c'est martelé. Ça, c'est un point vraiment à retenir parce que pour faire en sorte d'avoir une compensation
compensation qui soit comme réglementairement requis et réellement fonctionnel au plus proche du moment des impacts, il faut drôlement anticiper la compensation et les types de milieux qu'on va avoir à trouver et faire en sorte que ce soit sur des milieux avec de moindres enjeux, bien respecter cette logique-là pour aller le plus facilement. Et le plus, dès la conception, on raisonne compensation, j'ai tel type d'impact, je sais déjà... j'évite au maximum et je sais après ce que je vais avoir à rechercher comme foncier. Et donc déjà dans mon dossier, être en capacité d'avoir des prédiagnostics sur les sites de compensation, d'annoncer la couleur sur le type des objectifs en termes d'espèces et en termes de milieux cibles, sachant que les dettes compensatoires, on ne les exprimera pas de la même façon. Aujourd'hui, on sera sur une approche de la compensation et d'expression de la dette beaucoup plus intégrée, avec une dette exprimée par milieu et plus par espèce. Ce qui était compliqué à gérer, on sera plus sur cette gymnastique-là. Donc on sera sur une compensation exprimée par milieu avec tout de même des objectifs d'espèces cibles associées à ces milieux et de fonctions cibles à atteindre, ça c'est certain. Donc déjà on sera sur une expression de la dette différente et puis nécessité d'anticiper un maximum. Donc ça c'est vraiment le caractère sur la conception du dossier qui ne serait pas à répliquer, évidemment, puisque ça doit être amélioré. J'ai une question pour Madame Guénin. Vous avez exprimé tout à l'heure que vous utilisiez les bails amphithéotiques ou la propriété et que vous ne mobilisiez pas le dispositif d'obligation réelle environnementale, si j'ai bien suivi. Est-ce que vous pourriez revenir dessus et expliquer pourquoi, s'il vous plaît? Effectivement, les juristes... On a un service juridique avec un inspecteur au conservatoire qui nous a dit que l'ORE n'était pas une mesure forte sur le long terme en termes de maîtrise foncière, parce que c'était bien un contrat qui était dénonçable par le propriétaire. Donc si vous dénoncez votre ORE, de fait, votre mesure compensatoire est tombe à l'eau. Alors que si vous êtes en bail amphithéotique, vous êtes amphithéote, vous êtes bien sur 99 ans. Enfin, non. Alors après, il y a aussi un exemple un peu phare qui est arrivé au conservatoire sur une mesure d'îlot de sénescence, en fait de vieilles forêts matures, qui devaient être compensées dans le Limousin, et sur lequel on s'est dit, mais on compense rien sur 20 ou 30 ans. On ne fait pas de la forêt mature sur 20 ou 30 ans. Donc dans 20 ou 30 ans, qu'est-ce qui se passe en conventionnement? Le propriétaire, il arrive, il coupe. Donc on s'est dit, si on n'est pas en propriété ou en bail amphithéotique, effectivement, ça c'était à l'origine de la doctrine du conservatoire, qui est un document que moi j'ai rédigé pour le conservatoire. Donc on avait effectivement des exemples qui étaient criants, qu'il fallait s'impliquer sur le long terme si on voulait faire de la mesure de compensation. Voilà, celui-là en faisait partie. Mais l'ORE, alors c'est la mode. Enfin, j'ai encore une proposition hier, une visio hier matin d'un bureau d'études qui a dit, mais c'est pas un problème, on a 30 hectares pour vous, Madame Guénin, vous allez signer l'ORE. Je dis, non. Je suis désolé, mais on ne signera pas l'ORE. Alors si on fait un bail amphithéotique et si vous avez obligation par l'État de signer un ORE, on fera en plus, on fera les deux. Mais on ne va pas signer qu'un ORE parce que ce n'est pas suffisant au niveau juridique. Oui, merci. Une question pour Monsieur Martinez. Est-ce que vous avez des exemples de mesures qui ont été prises, qui ont été perçues par les agriculteurs justement comme apportant des bénéfices très clairs et quantifiables à leur exploitation, sur lesquels vous avez peut-être eu besoin de convaincre, mais qui ont montrer leurs preuves? Oui. Après, par contre, ça nous est demandé par les agriculteurs d'avoir un retour là-dessus, pour savoir réellement à quel point s'évalue la plus-value environnementale, quoi. Donc ça, oui, on peut le dire. Après, pour l'agriculteur en lui-même, on a tout le temps essayé c'est vraiment une affaire de compromis, quoi. Donc on a vraiment essayé d'avoir des zones intéressantes pour la biodiversité, qu'il était un peu moins peut-être pour la pratique agricole en elle-même, quoi. On n'allait pas mettre les terres les plus productives, c'était évident, mais on a fait en sorte de mettre les terres les plus productives après pour l'environnement, quoi. Ça c'est clair. Donc on a fait un peu du génie écologique pour l'agriculteur, ouais. Voilà. Pour faire en sorte que son volet biodiversité soit beaucoup plus développé, et ça se voit de par leur retour. Ils nous disent pas ça sert à rien, loin de là, et quand ils souhaitent en rajouter si possible, ils ont déjà en tête les endroits où il faut le faire, quoi. Je sais pas moi, les corridors, les lisières de bois, les zones de transition, donc c'est maintenant ancré dans leur schéma, quoi, intellectuel. Oui.
Et ça, quelque part, c'est déjà une première victoire. Je me permets juste de compléter ta réponse. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'exploitants qui, aujourd'hui, nous font des retours en disant « Ah, bah, effectivement, je vois sur mes parcelles le retour de certaines espèces, donc ils le voient. Alors c'est pas quantifié, c'est pas un suivi biologique, voilà, mais eux sont quand même assez attentifs quand ils mettent en place ce genre de mesures. Ils sont contents de voir si ça marche, et s'ils peuvent constater eux le retour de certaines espèces, ils sont contents. Et parfois ils viennent revoir Julien dans le 37 ou d'autres pour dire si j'avais pu planter d'autres haies, j'aurais fait ça. Et donc ils viennent aussi chercher d'autres acteurs locaux pour éventuellement les aider à financer un certain nombre d'autres mesures sur leur parcelle. Parce que si personne n'a un intérêt économique aussi, il y a moins de besoin d'utilisation, par exemple, de produits. Le retour, il nous est jamais fait d'un point de vue économique. Il est vraiment dans l'engagement et l'enthousiasme qu'ils ont à constater un retour de la biodiversité. Et à aucun moment on nous parle d'économie sur ce qui peut être étonnant. Mais ce qui les attire vraiment, ils voient l'évolution de leur parcelle, ils constatent effectivement, dans certains cas, un retour de certaines espèces, et c'est ça qui va les motiver. Mais je sais pas, Julien, mais rarement. C'est quelque chose qui est très compliqué en fait à quantifier, parce que c'est sur le long terme, comme ça a déjà été dit plusieurs fois. Et souvent on nous pose la question, si je plante 10 km de haies sur ma ferme, combien d'IFT je vais baisser, combien de pognon je vais gagner, quoi. C'est impossible à le savoir en si peu de temps. Déjà de par les cours mondiaux, le climat, les rendements qui fluctuent. Néanmoins, si on en est convaincu déjà, on peut voir au quotidien, comme tu disais, les petites plus-values qu'on peut avoir, alors qui sont perceptibles à l'œil nu, c'est sûr, peut-être que des fois on enjolive ou des fois on voit pas tout, mais déjà si on en est convaincu, on sait qu'on va pouvoir le faire sur du pas de temps de la génération, ça c'est vrai. Et oui, quand le cours du blé perd 100 € en 3 mois, là oui, on est plus crédible. Quand c'est l'inverse, on est crédible. Donc c'est avant tout du long terme pour gagner du capital biodiversité et parfois même du capital sol, quoi. Ouais. Et puis il y a une fierté. On se rend compte quand on va. Donc, je me suis pas présentée, mais ça mettra en contexte. Julia Brumelot, je travaille chez l'ISEA sur le sujet mesures compensatoires, et donc je travaille notamment avec Julien sur ces sujets-là. Et on constate aussi une fierté de la part des personnes qui ont conventionné avec nous quand on va faire des visites terrain, quand ils nous parlent par exemple de l'entretien de leur haie. On sent qu'il y a vraiment un engagement de leur part, et ils sont très fiers de nous montrer comment ils entretiennent et ce qu'ils font. Et donc c'est évidemment beaucoup la rémunération par rapport aux mesures engagées, et c'est normal, est un argument, mais il y a aussi un argument humain, un engagement de ces personnes-là pour leur territoire, pour la biodiversité. Donc c'est aussi ça qui est intéressant en retour d'expérience. Et sur un côté vraiment long terme, quoi, puisque quand ils plantent des haies, quand ils s'engagent sur des mares ou des prairies sur 15 à 25 ans, ils pensent déjà à l'après, quoi. Voilà. Alors à l'après, que ce soit la succession de leur ferme, peu importe à qui, mais aussi après leurs enfants. Et ça, c'est vrai que ça a marqué, je pense, cette aventure humaine avant tout, quoi. S'il n'y a pas ce facteur-là, on peut envoyer n'importe quel bureau d'études ou quoi, aussi bon qu'il soit, ça marchera pas, quoi. Ça, c'est évident. Et bien, merci à vous pour cet éclairage, merci à vous pour cette contribution.